Bonjour à toutes et à tous depuis la pas si lointaine France. Un grand merci pour votre aimable invitation à participer à cette belle journée d'échange. Je suis ravie de me joindre à vous, même à travers l'écran, et j'espère que le soleil décateur réchauffera aussi un peu mon salon français. Muy buenos días a todas y todos desde la no tan lejana Francia. Mil gracias por esta amable invitación a participar en esta jornada tan enriquecedora. Me alegra poder acompañarles, aunque sea a través de la pantalla, y espero que el sol ecuatoriano se cule un poco también en mi salón francés. Le présent article propose une analyse écocritique du poème Saint Marin, intitulé en grec Thalasséna Tragoudie, de Georgios Drosinis, tel qu'il figure dans le manuel scolaire grec, texte de littérature néo-hellénique de la première année du collège. L'étude s'appuie sur le prisme du troisième courant de l'écocritique, tel que défini par Buell et approfondi par Hayes, cherchant les strates sous-jacentes des significations écologiques qui s'étendent au-delà de la représentation idyllique superficielle. Alors qu'une première lecture révèle une image harmonieuse de la nature et de l'expérience humaine en sein, l'approche du troisième courant permet l'émergence de thématiques telles que la perspective anthropocentrique de la nature, la sous-estimation potentielle de l'autonomie de la faune, l'appropriation des paysages naturels par le regard humain et les indications subtiles d'une interaction inévitable qui n'est pas toujours innocente. L'analyse se concentrera sur la manière dont le langage poétique, les métaphores et les comparaisons contribuent à la construction d'une réalité naturelle qui peut masquer des préoccupations environnementales ou ça perd l'existence autonome des êtres non humains. Cette recherche examinera comment la présence humaine, bien que semblant harmonisée, façonne et interprète la nature, soulevant des questions sur la domination anthropocentrique et la nécessité d'une lecture critique du matériel éducatif. L'article vise à mettre en évidence la complexité des messages écologiques, même dans des textes qui ne sont pas explicitement environnementaux, et à appliquer les principes du troisième courant pour une lecture plus critique et pénétrante de la littérature. La présente étude est particulièrement originale car elle constitue l'une des premières tentatives d'analyse écocritique d'un poème inclus dans le manuel scolaire, un domaine qui reste largement inexploré sur la scène académique grecque et internationale. Sa contribution réside dans le fait de combler le fossé entre la théorie écocritique et la pratique pédagogique en mettant en lumière les implications écologiques du matériel qui façonne la pensée critique des élèves. L'écocritique en tant que L'écocritique en tant que champ d'études interdisciplinaire s'est imposée comme un outil essentiel pour examiner la relation complexe entre la littérature et l'environnement. Elle a évolué à travers plusieurs phases, souvent désignées comme des courants, chacune apportant une perspective distincte sur la manière dont les textes littéraires interagissent avec les questions écologiques. Le premier courant a principalement porté sur la représentation de la nature dans la littérature, souvent en célébrant sa beauté et sa valeur intrinsèque. Le deuxième courant, quant à lui, s'est davantage concentré
sur les questions de justice environnementale, explorant les liens entre les inégalités sociales et la dégradation écologique. Le troisième courant, qui fait l'objet de la présente analyse, représente une évolution plus radicale et critique. Il ne se contente pas d'examiner la nature comme un décor ou un objet de contemplation, ni de dénoncer les injustices environnementales, mais il s'aventure dans les dimensions plus sombres, ambiguës et parfois perturbantes de la relation humaine-nature. Il s'intéresse aux aspects dystopiques, à la destruction, à l'aliénation, à l'impact de l'activité humaine sur l'environnement et aux notions de post-humanisme, d'hybridation et de biopolitique. Le poème Saint-Marin, intitulé en grec Thalassia Traoudia, du poète Georgios Drosinis, figure dans le manuel scolaire grec, texte de littérature néo-hellénique de la première année du collège, et il offre à première vue une image d'une sérénité marine et d'une harmonie apparente entre l'homme et son environnement. Le souffle doux de la brise marine, le reflet du soleil sur l'eau azur, la danse des poissons, les dauphins espiègles, les mouettes planant sans effort et les bateaux glissant comme des moutons paisibles, créent une atmosphère idyllique et rassurante. Voici le poème Saint-Marin. La brise souffle doucement, le mer se rafraîchit. Dans ses eaux bleues, le soleil se reflète et on dirait qu'il joue avec amour, volant sans souci, de petits poissons aux ailes dorées dans le vague argenté. Près du bateau, un dauphin fou, aux ailes rapides s'envole et nous laisse derrière. Et comme s'il se vantait, le cheval de la mer se part d'écume et nous tourne le dos. Mouettes formées de neige qui ont des ailes inestimables, et pour aucun poisson, leurs yeux sont insomnes, tournant autour des gréements infatigables, elles volent, ou avec joie en sifflant, elles plongent dans l'océan. Et autour des petits bateaux naviguent sur la mer comme des blancs moutons comme des blancs moutons qui pèsent en tournant avec des bonds joyeux, dans les sangs toute la journée, et ils ont pour pâturage les vagues, pour berger le vent. Cependant, l'objectif de cette étude est de dépasser cette lecture superficielle et d'analyser le poème sous le prisme du troisième cours de l'éco-critique. Une recherche sera menée pour déceler les couches sous-jacentes des sens qui pourraient révéler une perspective anthropocentrique insidieuse, une forme d'appropriation de la nature ou même des indices de la dissimulation de problématiques écologiques contemporaines. La présente étude est originale et innovante, car le domaine de l'analyse écocritique des manuels scolaires, tant en Grèce qu'à l'échelle internationale, reste largement inexploité. Alors que l'écocritique a développé une pléthore d'outils analytiques pour la littérature, son application au matériel éducatif et plus particulièrement à la poésie incluse dans le manuel est rare. Cette lacune souligne les besoins de telles études qui peuvent révéler comment les représentations environnementales sont intégrées ou omises dans les textes qui façonnent l'expérience éducative et les pensées critiques.
Cette analyse se propose de répondre à des questions fondamentales. Comment l'harmonie apparente du poème pourrait-elle masquer des dynamiques écologiques problématiques ou des présupposés anthropocentriques? La représentation idéalisée de la nature casse-t-elle des aspects de la crise environnementale ou de la domination humaine? Une méthodologie d'analyse textuelle approfondie sera adoptée en appliquant les concepts et cadres théoriques développés par les figures clés du troisième courant de l'éco-critique afin de déconstruire les images et les langages du poème pour révéler sa complexité écologique sous-jacente. Le troisième courant de l'éco-critique, souvent considéré comme une nouvelle vague ou une éco-critique de la catastrophe, marque un tournant significatif par rapport à ses prédécesseurs. Alors que le premier courant se sont principalement attachés à la représentation de la nature et à la promotion de la conscience environnementale, le troisième courant s'aventure dans des territoires plus complexes et souvent plus sombres. Il s'inscrit dans un contexte d'urgence climatique et de reconnaissance croissante des interconnexions profondes entre les systèmes humains et non humains. Le troisième courant de l'éco-critique se distingue par sa volonté de dépasser l'anthropocentrisme et d'aborder de front la crise écologique contemporaine. Inspiré par des penseurs comme Timothy Morton, il critique l'idéalisation romantique de la nature en proposant une écologie sans nature et en soulignant notre interdépendance radicale avec le vivant et le non-vivant. La notion d'hyperobjet, telle que les changements climatiques, rend visible l'ampleur de phénomènes échappant à notre perception. Parallèlement, ce courant rejette la séparation entre nature et culture, mettant en valeur une vision hybride du monde, où humains, artefacts et non-humains coexistent et coproduisent la réalité. Le post-humanisme, porté notamment par Donna Haraway, insiste sur des relations non hiérarchiques basées sur la coagentialité et la co-création. Loin de tout lyrisme, ce courant explore les représentations dystopiques et les effondrements écologiques, non pour céder au désespoir, mais pour questionner notre trajectoire civilisationnelle dans l'Anthropocène. Enfin, il affirme l'agency des non-humains en revalorisant leur rôle actif dans la matérialité du monde. Appliqué au poème Saint-Marin, ce cadre permet de dévoiler, au-delà de l'harmonie apparente, des tensions écologiques latentes, des omissions significatives et un regard anthropocentré sur les vivants. Le poème Saint-Marin dépeint une scène marine d'une apparente innocence et harmonie. Cependant, une lecture attentive à travers les lentilles du troisième courant de l'éco-critique révèle des nuances qui défient cette perception initiale, mettant en lumière des dynamiques de pouvoir, des constructions anthropocentriques et des silences écologiques. Dans Saint-Marin, la nature est représentée à travers un regard profondément anthropocentrique. Dès le premier vers, les éléments naturels, la brise, la mer, le soleil, sont décrits à l'aide de perceptions humaines. La brise souffle doucement, la mer se rafraîchit, le soleil se reflète dans ses eaux. Ces descriptions, selon Morton, relèvent d'une tradition esthétique romantique qui réduit la nature à un objet de contemplation sensorielle humaine. Ce regard est renforcé par l'anthropomorphisation des animaux. Les poissons jouent avec amour, les dauphins se vantent et tournent le dos, les mouettes plongent avec joie. Ces figures ne sont pas reconnues comme des êtres autonomes, mais deviennent des objets de narration humaine selon le phénomène que Bernaer et autres
qualifie de récupération narrative. Cette idéalisation esthétiquement plaisante masque les tensions écologiques. La mer est décrite comme un pâturage pour des bateaux-moutons, intégrant la technologie humaine au paysage naturel. Ce type de fusion poétique entre nature et culture est caractéristique de ce que Latour appelle un monde des réseaux hybrides. Pourtant, cette harmonie est trompeuse. Comme le souligne Neymanis, les bateaux sont aussi source de pollution sonore, de trafic maritime intense et de perturbations des écosystèmes. Le poème ignore ainsi des dimensions essentielles de la crise environnementale, les pollutions, la surpêche, le réchauffement des océans. Il propose une esthétique de l'effacement, une forme de ce que Morton nomme un bien poétique, où la beauté naturelle cache l'urgence écologique. En outre, le poème réduit la faune à une fonction ornementale ou utilitaire. Les mouettes formées de neige, les ailes inestimables, les yeux insomnes, tout cela renforce la représentation de la nature comme réservoir symbolique à usage humain, non comme altérité vivante. Haraway plaide justement pour une redéfinition de ces rapports dans une optique de coessentialité entre les espèces. Enfin, le silence du non-humain est frappant. La nature ne s'exprime pas, elle est observée, interprétée, esthétisée. Le poème parle des chants marins, mais ces chants sont humains. Ce ne sont ni les voix de la mer, ni celles des créatures marines. Ce silence symbolise l'effacement de l'autonomie du vivant. Le troisième courant, selon Morton, Latour ou Woolf, nous incite à écouter ce silence, à repenser notre relation au monde non humain et à reconnaître l'agentivité des espèces qui partagent notre environnement. Ainsi, Saint-Marin, sous couvert d'une harmonie lyrique, révèle par ses silences, ses projections humaines et sa vision instrumentale du vivant, les tensions profondes qui sous-tendent notre imaginaire écologique. L'application du troisième courant de l'écocritique au poème Saint-Marin révèle une complexité et une profondeur inattendues, allant bien au-delà de sa première lecture idyllique. Cette approche transforme notre compréhension du texte de plusieurs manières fondamentales. Premièrement, elle met en lumière la puissance insidieuse de l'anthropocentrisme. Le poème, bien que célébrant la beauté de la mer et de ses habitants, le fait de manière quasi exclusive à travers un prisme humain. Les qualités attribuées aux éléments naturels et aux animaux sont des projections de la perception et des valeurs humaines. Cette idéalisation de la nature peut paradoxalement nous éloigner d'une compréhension plus profonde et plus nuancée de la complexité des écosystèmes et de la véritable autonomie des êtres non humains. En réduisant la vie sauvage à des figures esthétiquement plaisantes ou à des métaphores domestiquées, les poèmes renforcent implicitement une vision de la nature comme subordonnée et disponible pour la contemplation ou l'usage humain. Deuxièmement, l'analyse par le troisième courant nous force à interroger les silences et les absences du texte. Dans un monde confronté à des crises écologiques majeures, le poème, par son évocation d'une harmonie parfaite, opère une forme d'occlusion. L'idylle devient un voile qui masque les réalités brutales de la pollution, de la surpêche, des perturbations climatiques ou de l'impact cumulatif de la présence humaine. La beauté de Pente pourrait alors être perçue non pas comme une vérité universelle, mais comme une construction culturelle qui nous permet d'échapper à la confrontation avec les aspects moins agréables de notre relation à l'environnement. Cette dissimulation involontaire nous pousse à une réflexion plus critique sur les rôles de la littérature dans la formation de notre conscience écologique.
Troisièmement, le poème, par l'intégration harmonieuse des petits bateaux dans le paysage marin, illustre la notion d'hybridation et de la nature non vierge. Les artefacts humains ne sont plus extérieurs à la nature, mais en font partie intégrante. Si cette intégration peut sembler poétique, elle soulève également des questions sur la capacité de la nature à absorber indéfiniment l'intervention humaine sans subir de dommages. Le troisième courant nous encourage à examiner ces hybrides avec scepticisme, en reconnaissant que même les interactions apparemment innocentes peuvent avoir des répercussions écologiques significatives. Enfin, cette lecture nous incite à reconnaître l'aisance du non-humain. Bien que le poème présente les animaux comme des objets de description et d'interprétation humaine, l'éco-critique du troisième courant cherche à inverser cette dynamique. Elle nous pousse à imaginer le monde du point de vue des poissons, des dauphins, des mouettes, non pas pour les anthropomorphiser, mais pour reconnaître leur existence propre, leur mode d'être et leur contribution complexe aux écosystèmes. Ce décentrement de l'humain est essentiel pour développer une éthique environnementale plus inclusive et moins dominatrice. Il est crucial de souligner que cette étude revêt une importance particulière car elle s'inscrit dans un domaine de recherche sous-exploré, l'analyse éco-critique des manuels scolaires. Le fait que Champ marin soit un texte fréquemment enseigné renforce la pertinence de cette analyse. Comprendre comment les représentations de la nature sont construites et véhiculées dans le matériel éducatif est fondamental pour façonner la conscience environnementale des futures générations. Une lecture critique, comme celle que nous avons menée, permet de dépasser une réception passive de l'idylle pour engager les élèves dans une réflexion plus profonde sur leurs propres relations au monde naturel et sur les défis écologiques contemporains. L'absence de telles études crée un vide qui peut perpétuer des conceptions anthropocentriques non questionnées, soulignant ainsi la valeur ajoutée de cette recherche pour la pédagogie environnementale. En somme, l'analyse du poème Saint-Marin à travers le troisième courant de l'éco-critique n'est pas une tentative de dévaloriser sa beauté ou son pouvoir poétique. Au contraire, elle vise à enrichir notre appréhension du texte en révélant ses multiples couches d'essence et en les reconnectant aux débats cruciaux sur notre place dans le monde naturel. Elle souligne la nécessité d'une lecture critique qui va au-delà de l'esthétique pour embrasser les implications écologiques, même là où elles sont implicites ou silencieuses. Le poème devient alors un point de départ pour une réflexion plus large sur la manière dont notre langage et nos représentations façonnent notre relation avec l'environnement et sur la nécessité de cultiver une conscience écologique plus profonde et plus exigeante face aux défis de l'anthropocène. L'étude du poème Saint-Marin, sous le prisme du troisième courant de l'éco-critique, a démontré que même les textes apparemment les plus innocents et les plus idylliques peuvent révéler des couches complexes de signification écologique. Loin d'être une simple célébration de la beauté naturelle, le poème, lorsqu'il est examiné à travers les lentilles de l'anthropocentrisme critique, de l'hybridation, de l'absence de crise et de la voix du non-humain, révèle une perspective qui, bien que poétique, est profondément enracinée dans une vision anthropocentrique du monde. Il a été démontré comment le langage du poème, à travers l'anthropomorphisme et les comparaisons avec des animaux domestiqués, tend à assimiler la vie sauvage à des schémas humains, la privant de son autonomie intrinsèque. L'intégration fluide des petits bateaux, artefacts technologiques
dans un paysage autrement naturel, illustre la fusion de la nature et de la culture, une hybridation qui, si elle paraît harmonieuse, peut également masquer les impacts réels de l'activité humaine. Surtout, l'analyse a mis en évidence les silences du poème concernant les défis écologiques contemporains, suggérant que l'idylle peut fonctionner comme un voile, éloignant ainsi de la confrontation nécessaire avec la réalité de la crise environnementale. Cette démarche, caractérisée par son approche novatrice dans le domaine de l'analyse écocritique des manuels scolaires, offre des perspectives précieuses pour la pédagogie environnementale. En révélant les nuances et les silences écologiques des textes enseignés, elle permet aux éducateurs de susciter une pensée critique chez les élèves, les encourageant à dépasser les représentations superficielles pour s'engager avec les défis complexes de l'Anthropocène. Cette originalité souligne l'importance d'intégrer l'éco-critique dans les études sur le programme scolaire afin de promouvoir une conscience environnementale plus informée et plus active. Cette démarche ne vise pas à dénigrer la valeur littéraire du poème, mais plutôt à enrichir son interprétation en l'ancrant dans les préoccupations écologiques de notre époque. Elle confirme l'hypothèse selon laquelle l'éco-critique du troisième courant offre un cadre analytique puissant pour déconstruire les représentations de la nature, même dans des textes qui ne se définissent pas explicitement comme écologiques. Elle nous pousse à une lecture plus vigilante et à une conscience accrue de la manière dont la littérature façonne, consciemment ou inconsciemment, notre relation au monde naturel. Pour de futures recherches, il serait intéressant de comparer ce poème avec d'autres œuvres de la même période pour voir si cette tendance à l'idéalisation de la nature et à l'occultation de problèmes écologiques est un trait récurrent. Une analyse diachronique pourrait également explorer comment l'évolution de la conscience environnementale se reflète dans la poésie marine au fil du temps. Enfin, l'exploration de la voie des éléments non humains à travers des approches plus expérimentales en écocritique pourrait offrir de nouvelles perspectives sur la manière dont la littérature peut donner corps à des expériences au-delà de l'humain. Je vous remercie pour votre attention.